Si Dionysos était une femme, vous écoutez un nouvel opus du premier podcast dédié aux femmes leaders dans l'univers du vin. Je m'appelle Aurélie Charon-Giguet, je vis dans cet univers depuis plus de 20 ans et je mets ma créativité féminine et relationnelle au service du vin. Mon plaisir, vous faire partager mes rencontres. Pour ce nouvel épisode, mon invitée est Eliane Lafage, œnologue et cofondatrice du domaine Lafage dans les Pyrénées-Orientales en Roussillon. Sa passion pour les parfums l'amène à étudier l'œnologie. À la faculté de Montpellier, elle rencontre Jean-Marc Lafage, qui deviendra son mari, son associé. DNO en poche, le diplôme national d'œnologie, durant 10 ans, elle s'envole pour vinifier dans les 4 plus grands vignobles du monde. Quels impacts ont eu ces voyages sur l'œnologue et la femme Eliane ? Quelles influences ces expériences ont eues sur son leadership et sa place en tant que femme ? Quels obstacles a-t-elle dû surmonter ? Vous entendrez la parole d'une femme qui, à 40 ans, par nécessité fondamentale, décide d'être à l'écoute d'elle-même en reprenant des études pour un métier qu'elle exerce encore et en parallèle, un métier non des moins surprenants, mais complémentaire. De nature discrète et d'une grande humilité, Eliane a livré dans cet épisode une part féminine dont ce podcast est fier de diffuser le contenu. Toute ma gratitude à cette femme inspirante et accueillante qui s'est rendue disponible, surtout en pleine vendange. Ensemble, écoutons une nouvelle déesse. Donc je m'appelle Eliane Lafage et je suis œnologue de formation. Nous avons avec mon mari le domaine Lafage à Perpignan, voilà, que nous avons créé il y a maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années et qui s'est pas mal développé sur ces 20 ans. Voilà, en fait, au début, j'ai eu un parcours en fait de winemaker, de vinificatrice, œnologue un petit peu partout dans le monde, et en parallèle, du coup, on commençait à reprendre les vignes de la famille Lafage. Vraiment, le domaine Lafage a démarré il y a 22-23 ans. Après mon diplôme d'œnologue, je suis partie en Californie. En fait, quand je suis rentrée en œnologie, pour moi, c'était d'un coup m'est venu les voyages, la Californie, le vin dans le monde, en fait. Vraiment, c'est quelque chose que je ne demandais rien dans ma tête, ça me venait. Je dis oui, c'est ça que je veux faire, en fait. Et ça, fin de mon diplôme d'œnologue, je suis partie aux États-Unis travailler en fait pour le plus gros négociant au monde qui s'appelle Gallo. Et c'était une expérience fabuleuse. Donc on travaillait je partais avec donc Jean-Marc au départ, qui était donc mon compagnon. Et on avait la chance de travailler dans ce qu'ils appellent le pilot plant. C'était vraiment le centre d'expérimentation, mais qui faisait quand même quasiment 2000 hectos de vin. et voilà, avec une expérience déjà, et ensuite le DESS, et ensuite j'ai eu la chance de travailler avec un Néo-Zélandais dans un domaine à Béziers. Et lui m'a donné des contacts pour partir en Australie, et je suis partie en Australie comme ça. D'accord, donc hémisphère sud maintenant. Hémisphère sud, ça c'était juste après du coup mon diplôme, mon DESS. Et c'était un peu la même chose qu'en Californie, au niveau de tes rôles, de tes fonctions dans les caves? Ben là, c'était, en fait, je travaillais comme caviste, je travaillais dans la cave à tout faire, hein. Voilà. D'accord. À faire les remontages, tirer des manches, remplir des barriques, enfin vraiment le travail de... Bon, la cave était une petite cave, donc c'était très intéressant, mais voilà, c'était vraiment au début, j'ai commencé, je lavais les cuves, je faisais tout le travail et je me régalais en fait, voilà, c'était vraiment... Et comment, dans ces cultures-là, qu'elles soient américaines ou australiennes, comment, toi tu arrives, donc ça fait plus de 20 ans, une jeune femme arrive, la culture du vin dans ces pays-là? Alors la culture du vin, je pense que ça a été vraiment ce qui m'a... une expérience très enrichissante et un peu formatrice dans l'esprit. C'était la pensée là-bas était différente, c'est-à-dire on a des raisins, on veut obtenir tel vin, voilà, on a une idée du vin qu'on veut obtenir et quels moyens on se donne, quelle vinification on met en place, quel process pour l'obtenir en fait. D'accord, c'était pas différent, voilà, c'était pas l'idée de... En France, c'était un peu on fait du vin et après on débrouillera pour le vendre en fait. Là non, il y avait vraiment voilà, ce travail aussi de préserver les raisins avec du froid, avec des gaz, avec... Voilà, on a une jolie matière première, on va vraiment tout mettre en place pour la protéger
et arriver à ce qu'on veut. Voilà, on veut un vin fruité, on veut avoir plus de matière, ou on veut vraiment avoir de la structure, on va macérer plus longtemps. Il y avait vraiment quelque chose d'un petit peu plus, alors on va dire, ça peut être péjoratif, ça l'était à l'époque, ça l'était beaucoup moins maintenant, mais un peu technologique, ou un peu, mais en fait une science vraiment de l'œnologie qui était, moi, était totalement nouvelle, et qui m'a appris, en fait j'ai appris le vin là-bas, quoi. D'accord. Voilà, et cette manière d'apprendre le vin, de le concevoir, de l'appréhender, c'était bien aussi de chaque fois que je revenais en France, ou dans les PO, c'était se dire, mais finalement, ici on a aussi un très beau potentiel de raisin, on a des vieux cépages, on a des choses, on a de la tradition, et comment on peut allier ces deux choses. En fait, je trouve que ça m'a permis de mettre plein de choses dans ma boîte à outils. Mm-hmm. En fait, après de faire le tri, de se dire, mais ça je peux l'appliquer, je peux pas l'appliquer, il y a du bon, il y a du mauvais, ce que j'ai appris en France, ce que j'ai appris dans les caves en France, de manière plus traditionnelle ou plus empirique, et de choses de plus technologiques, et comment on fait un mix des deux, en fait. Mm-hmm. Voilà, si on veut utiliser la macération carbonique qui est traditionnelle ici, on va le faire. Si sur mes blancs, je veux mettre plus de froid, etc., pour protéger mes muscats, pour pas qu'ils s'oxydent et pour pas perdre l'aromatique, ça je vais l'utiliser, parce que moi, travailler des muscats à l'ancienne et perdre le fruit, ça m'intéresse pas. Donc ça voilà. plaît pas forcément plus au consommateur. Voilà, et du coup, je pense que c'est ça qui a fait un mix, en fait, et de se dire, mais voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'obtenir au fond. Moi, j'aime les arômes, et j'ai une sensibilité particulière, voilà, à l'aromatique, au gustatif, à la finesse des blancs. Voilà, j'adore les sauvignons, j'adore toutes ces choses qui sont, voilà. Après, un peu tiolé, un peu tendu. Enfin voilà, c'était vraiment ce que j'aimais aussi. C'était néo-zélandais. Voilà. Ouais. Et du coup, c'est un petit peu ce qu'on a amené aussi sur nos vins quand on a démarré ici, quoi. D'accord. Donc voyage aux États-Unis, voyage en Australie. Après l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, ok. Voilà. Magnifique. Après, alors là aussi ça a été le hasard qui m'a amené au Chili. C'était le début d'une grande aventure au Chili, parce que je postulais pour travailler pour Jacques Lurton en France. Mm-hmm. Et donc, on m'avait pas embauché pour le poste français, mais comme j'étais dans les 2 derniers, en fait, il m'a proposé de partir vinifier au Chili pour lui, qui était consultant dans une grosse cave, et donc je suis partie. Mm-hmm. Tu n'étais pas maman à l'époque, là? Non, j'étais pas maman. Donc je suis partie pour lui. C'était une super expérience, pareil, une grosse cave au Chili. J'ai beaucoup appris. Tu es restée longtemps? Là, je suis partie 3 mois, juste pour la période de vinification. Et je suis après, j'ai voyagé parce que j'ai une amie qui m'a rejoint là-bas. Donc là, on a fait la Patagonie, on a fait un beau voyage. On a profité. Voilà, carrément. Et l'année d'après. Entre-temps, j'avais travaillé sur Béziers, et l'année d'après, c'est un ami à nous qui m'appelle et qui me dit je devais partir pour une grosse cave sur le Chili, je peux pas partir, est-ce qu'il n'y a pas un de vous deux, donc il parlait Jean-Marc et moi, qui peut me remplacer? Et j'ai dit oui, moi je pars. Et ça s'est fait en 15 jours, j'ai fait mon passeport en 2-2 et je suis partie pour travailler pour Santa Rita au Chili. Et là-bas, j'étais responsable d'une cave qui faisait 110 000 hectos de blanc. Et on m'a dit, voilà, tu dois... on veut travailler de cette manière, un petit peu ce que j'avais appris entre-temps au Chili et en Australie. Et voilà, c'était un énorme challenge, franchement. Tu as les clés de la cave, on veut ça à la fin. Un peu ça, voilà. Il y avait un œnologue en place, mais l'œnologue en place ne nous convient pas. Donc, à toi et voilà, et je me suis mis vraiment... dedans, et ça a été une superbe expérience, et du coup après j'ai continué à retourner je suis retournée travailler pour eux pendant 6 vinifications. D'accord. Et là tu as quel âge à ce moment-là? Et là j'ai 26 ans. 26 ans, et donc 27. tu drives une belle équipe. Oui. Vous êtes combien en fait dans cette... je sais pas combien on est, je sais pas, une vingtaine 25 personnes. Mm-hmm. Voilà. Et du coup, là, je pars, et l'année d'après, je tombe enceinte de ma fille. Donc, maintenant, j'ai 28 ans. Et je me dis, non, je veux quand même y aller. Et du coup, je suis quand même retournée enceinte faire les vinifs là-bas. C'est joli. Si tu devais voyager, allez. Voilà. Et donc, c'était... mais bon, j'étais... Voilà, j'étais dans le flow, donc ouais, mais c'est vraiment, en fait, j'aime, voilà, le vin, c'est quand même ma vie, malgré tout. Et après, du coup, j'ai eu ma petite fille qui est née en août. Mm-hmm.
Et l'année d'après, je suis partie avec ma fille de 6 mois ou de 7 mois faire les vinifications là-bas avec moi. Ouais. Super. Voilà, donc j'avais une nounou qui s'en occupait. Oui. Et donc, voilà, je suis partie là-bas. Après, je suis partie, elle avait 1 an et demi. Je suis repartie, elle avait 2 ans et demi. J'ai fait voyager ma fille. Voilà. Et puis après, je me suis dit, bon, maintenant, voilà, après, ça s'est arrêté aussi. Il fallait que ça s'arrête. Et puis là, non, une année, je suis repartie pour une autre cave. Bon, là, juste 1 mois, en fait, parce que j'avais besoin de quelqu'un. Là, j'ai confié ma fille à ma maman parce que c'était 3 semaines, 1 mois. Et je dis, bon, la pauvre, je vais pas la faire bouger. C'est un gros voyage. Voilà, on part. C'est l'hiver ici. On arrive là-bas, c'est l'été. Il y a quand même une période d'acclimatation qui est assez difficile. L'altitude peut-être aussi? Non, parce qu'on n'était pas en altitude, mais je me souviens, ce qui était compliqué, c'est que quand on partait en février, il faisait nuit à 5h du soir, j'arrivais là-bas, il faisait nuit à 10h du soir. Ouais, c'est des phases. Pour ma fille aussi, c'était compliqué, quoi. Ouais. Voilà. Mais bon, voilà, ça a fait la jeune fille qu'elle est aujourd'hui aussi. Mais bon. Jolie, une belle, un beau soleil. Voilà. D'accord. Et donc, de cette expérience au Chili, pareil, tu en as pris, non, t'as rempli ta boîte à outils à chaque fois, ça a été ça. Voilà, ça a été ça, et c'était, oui, et puis, après, en fait, en même temps, je retrouvais toujours les mêmes gens, je m'étais vraiment attachée à ce pays, aux gens, en fait, la marraine de mon fils est chilienne, voilà, j'ai une affection particulière pour les gens là-bas et pour ce pays, voilà. Et est-ce que tu penses, ce qui est intéressant, c'est dans ces pays-là, comment la femme est accueillie dans le monde du vin? Alors c'était pas facile au début. La première année, quand je suis partie, je me suis dit plus jamais. C'était très macho. J'ai eu beaucoup de mal à m'acclimater quand même. Hein. Je parlais très très mal l'espagnol. Donc j'avais du mal, hein. Il me parlait vite, je comprenais pas. Donc l'autorité, enfin en tout cas ma petite autorité, celle qu'on m'avait demandé d'avoir en tout cas, était compliquée. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui se passait mal, j'essayais de leur dire ça va pas. Bon, avec mon espagnol, et derrière ils me baladaient en fait parce qu'ils me répondaient, je comprenais pas. Et c'était très compliqué. C'était quand même très macho après la première année, non, je ne retournerai plus dans ce pays. Et tu étais la seule femme à l'époque sur le... Ouais, dans la cave, j'étais une des seules. Ouais. Après, il y avait celles qui travaillaient au labo, mais dans la cave, j'étais la seule. Ouais. D'accord. Et comment tu as pris sur toi? Ah, mais j'ai pris sur moi, j'avais pas le choix, beaucoup. Ouais. J'étais très seule en fait aussi. Voilà, je logeais toute seule. J'étais assez seule, et je communiquais mal avec les gens, donc j'avais beaucoup de mal à lier. Et puis après, je travaillais 10 heures, 12 heures par jour, donc je sortais pas. C'était très particulier. Ouais. La première fois où je suis sortie de la cave, parce que je logeais sur la cave, en fait, pour prendre le bus pour aller à la ville, j'avais l'impression de sortir d'une prison, tout le monde allait m'attaquer. En fait, c'était très bizarre, quoi. Mais bon, voilà, après, on prend sur soi, et puis bon, je suis pas d'une nature très inquiète, donc je me suis dit ça va bien se passer. Mais je ne voulais plus y retourner. Mais bon, après derrière, après c'était après on oublie aussi les mauvais moments. Avec le temps, on garde les bons souvenirs. Et puis je vais surtout cette opportunité-là de me dire bon, écoute, j'aime bien l'aventure, j'aime bien les défis, j'aime bien. Et du coup, quand notre ami m'a dit je devais partir pour une cave et gérer la cave de blanc. J'ai dit oui de suite. Voilà. J'ai peut-être un petit côté où j'oublie le négatif derrière. Oui. Voilà. Tu passes à autre chose. Carrément. Rapidement. Ouais. Des fois ça porte à préjudice parce que des fois c'est pas mal d'oublier de se souvenir de mauvaises expériences pour pas les refaire. Mais bon. Oui, et puis les gens, en fait, c'est vraiment, même quand je suis repartie l'année d'après, j'en ai bavé aussi avec l'espagnol. Honnêtement, parler en tête à tête, ça va, parce que les gens font l'effort, mais dès que les gens parlent entre eux, c'est très compliqué. Mais voilà, mais ceci dit, ça se dépasse, et aujourd'hui, je parle très bien l'espagnol, du coup, on a appris ça, donc voilà. Et du coup, à ce moment-là, donc Jean-Marc, lui, est présent... Jean-Marc, il voyage également. Au début, il voyage pas. Donc, les 2 premières années, je suis partie toute seule au Chili. Et du coup, au bout de la 3e vinification, lui aussi est venu. D'accord. Parce que la société, l'entreprise pour laquelle je travaillais avait 4 sites de vinification au Chili.
Et du coup, lui est parti s'occuper plus d'une cave de rouge. Moi, je restais toujours dans les blancs. Je faisais quasiment c'était rassurant de le savoir aussi dans le pays. Oui, c'était bien, bien sûr. Alors après, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables, on circulait peu, donc on ne se voyait pas trop parce qu'il travaillait à 2 heures de là où j'étais. Mais les week-ends, on se rejoignait, donc c'était bien, voilà, c'était chouette. Ouais, c'était de belles expériences, honnêtement. Voilà. J'en doute pas. Ouais. Donc, voilà, États-Unis, Australie, Afrique du Sud, Chili. Voilà. Et quel est le point commun de ces 4 Quel est le point commun ? Je pense que le point commun, c'est la richesse de ce que j'ai appris, en fait. Ouais. Déjà, l'ouverture d'esprit, voir des cultures différentes. Le point commun œnologique, c'était ces caves qui étaient quand même assez récentes, très bien équipées. Voilà. Il y avait beaucoup plus de technologie que ce qu'il y avait en France à l'époque. Et c'est vrai que le marketing était une avancée dans ces pays-là. Oui. C'est eux qui nous l'ont appris quelque part. Oui, il y avait, c'était, voilà. Mais en fait, vu qu'ils partaient pas il y avait pas le passif que nous on avait, qu'on a sur le vin, c'est quelque chose de quand même relativement récent, on va dire. Voilà, c'est une autre philosophie. Voilà, on n'a pas la tradition des appellations, on n'a pas la tradition de certaines étiquettes, on n'a pas la tradition de packaging, donc on innove en fait. Oui. On crée des choses qui sont plus modernes, voilà, et du coup, ce qu'on avait moins en France à l'époque, après ce qui est arrivé dans le Languedoc plus progressivement, parce que le Languedoc a eu cette bascule sur la bouteille, sur la qualité, sur des packaging nouveaux, sur l'export, enfin voilà, donc c'était les prémices. Alors, tu as dit une phrase, quand j'ai débuté, on me prenait pour la stagiaire, pas pour l'œnologue. Il y a du machisme, mais quand une femme parle du vin, c'est un avantage. Oui. J'arrivais jeune, moi j'avais 25 ans, dans des caves coopératives. Et je venais, en fait, je travaillais à l'époque, j'ai aussi fait travailler pour un négociant dans le Narbonnais. Et j'intervenais dans des caves coopératives pour le compte du négoce, pour suivre certaines cuves, certaines parcelles que le négoce allait acheter. Voilà, c'est difficile de s'imposer quand même. Hein. Voilà, ça se faisait tant bien que mal. Hein. Dans tous les cas, on navigue. Voilà, ça se passait plus ou moins bien selon. Il y a des personnes des hommes qui étaient assez machos et avec lesquels c'était très compliqué. Hein. Mais bon, oui, c'était quand même un monde. C'est quand même un monde d'hommes, quoi. Vraiment. Alors justement, moi, j'aime à dire que les femmes marquent notre époque dans l'univers du vin. Et avec ton expérience, qu'ont-elles apporté à cet univers du vin ? Peut-être une perception différente je sais pas, j'aime bien le mot finesse de la rigueur, de la finesse, pas de la délicatesse, mais il y a quelque chose de j'aime bien vraiment ce travail du détail, de l'assemblage, des arômes, de travailler ce détail-là. Tiens, tous les petits détails qu'on peut faire pour faire attention en fait dans toute la vinification. Voilà, je décris. Après, c'est difficile de mettre vraiment les hommes et les femmes, vraiment de faire cette dichotomie dans ce qu'on peut apporter, mais voilà. Après, je pense que aussi on a approuvé en fait. Voilà, moi, je prends l'exemple du Chili. J'avais tellement approuvé de ce que je pouvais faire que voilà, j'ai travaillé, j'y étais tout le temps en fait, tout le temps. Et comme on a moins de droit à l'erreur, parce que effectivement, maintenant ça me revient, mais je travaillais les dernières années. Et du coup, il y avait un jeune œnologue chilien qui était arrivé, donc qui était jeune, qui était un homme, et avec qui c'était très compliqué parce qu'il avait besoin de lui montrer qui il était. Et elle, c'est bon. La française, là, moi aussi je vaux. Et du coup, c'était très compliqué avec lui. Du coup, il y avait vraiment ce besoin on peut pas lâcher, c'est-à-dire on peut pas faire les choses à moitié parce que sinon, la moindre erreur, on va vous la souligner. Donc ça demande, il faut peut-être travailler plus que l'homme pour que tout soit parfait, entre guillemets, pour pas qu'on puisse être pris en défaut. D'accord. Parce que la moindre erreur, elle est, regarde, elle a fait l'erreur, moi je l'aurais pas faite, quoi. Voilà. Donc, je pense et pas que dans le monde du vin, hein, je pense que la femme a plus approuvé que l'homme, donc du coup, elle va peut-être bosser plus et aller plus dans le détail et la perfection. En tout cas, elle a peut-être plus besoin de cette perfection-là pour dire, c'est bon,
Là, tu vas pas me prendre en défaut parce que je sais ce que j'amène. Voilà. Et après, voilà, moi, en tout cas, ma sensibilité, moi, j'ai toujours aimé les parfums. Je basculais dans le monde de l'œnologie, mais j'étais passionnée de parfums quand j'étais jeune. Enfin, en tout cas, des arômes, des parfums. Et du coup, voilà, j'aime aller travailler ce petit détail des arômes. Voilà. Et c'est pour ça que je vais plus sur les blancs et les rosés, parce qu'on est plus sur l'aromatique, sur un rouge, plus l'élevage. Voilà. En tout cas, voilà, c'est ma sensibilité à moi, elle va là. D'accord. D'accord. Alors, dans cette vie trépidante de voyage, le domaine Lafarge, vous l'avez construit donc avec Jean-Marc, ton mari. Donc, stratégie, mise en place, on développe. Aujourd'hui, tu m'as dit que vous avez 70 employés. Comment fais-tu pour trouver l'équilibre de la vie familiale? Tu as des enfants en bas âge à l'époque, bon, maintenant ce sont à la fois des jeunes adultes ou encore adolescents. Comment, en tant que maman et femme active, femme... je crois que c'est un peu le cas de beaucoup de femmes qui travaillent, en fait. C'est comment on jongle, en fait, entre l'entreprise et la professionnelle et la maman, en fait. Voilà, voilà, parfois c'est du déchirement. C'est voilà, se faire aider aussi par les grands-parents dès qu'on peut. Voilà, je quitte tout d'un coup, hop, vite, il faut que j'aille chercher mes enfants, donc le bureau reste tel quel, l'ordinateur est allumé, les dossiers, la réunion est quittée parce que vite il faut aller chercher les enfants, et puis voilà, des fois c'est un peu à leur détriment malgré tout, malheureusement, mais voilà, c'est un équilibre en permanence à trouver. Il y a l'école, il y a les vacances, il y a les grands-parents, il y a la présence aussi qui est là, voilà. Mais c'est vrai que on peut pas faire comme un homme, entre guillemets, mais et parfois c'est un peu le danger d'essayer de faire comme les hommes, et on se perd parce qu'on n'est pas des hommes, parce qu'on voudrait l'être parfois, en se disant mais non, moi aussi je peux pas rester à 7h 8h du soir fier de mon travail parce que j'ai mes enfants, donc du coup j'avance moins vite, du coup je peux pas faire la même chose, mais en même temps on n'est pas des hommes, et heureusement, et dans mon parcours de vie j'ai aussi fait pendant 5 ans une formation de psychothérapeute, parce que quand j'avais 40 ans, en fait. D'accord. Voilà. Et ça a été aussi, la vie, on a tous des parcours de vie, et j'ai toujours été passionnée par la psychologie, l'humain, voilà, comment fonctionnent les interactions, les relations, la relation avec moi-même dans un premier temps déjà. Parce que ça commence. Est-ce que c'était ça, la crise de la quarantaine? Ouais, c'était ça. Pour moi, c'était ça. C'était un peu une remise en question de quel sens je donne à ma vie, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi l'œnologie, c'était bien, mais je pense qu'à un moment, je m'étiolais un petit peu là-dedans, et j'ai eu besoin en fait de faire ça, et pour moi-même, pour ma famille, voilà. Et du coup, j'ai fait ça. J'ai aussi, du coup, en parallèle, exercé l'œnologie et la psychothérapie. Okay. Je continue un peu, mais là, je relaisse cette partie-là parce que c'est un petit peu trop pour moi de faire les deux. Ce parcours-là, vu que la formation a duré 5 ans, que c'est vraiment quelque chose où on travaille avec le corps, le ressenti, et c'est quelque chose que j'ai intégré dans ma façon d'être. En fait. Et ça a été un aboutissement pour toi, une sorte de révélation? Oui, c'était un parcours très personnel, qui a fait la personne que je suis aujourd'hui, et qui était très important, voire fondamental pour moi de faire. À cet instant-là, précis. À cet instant-là, pour la femme que je suis, en fait. Parce que tu penses qu'à ce moment-là, la femme de 40 ans, qui s'était déjà vachement épanouie dans l'œnologie, la vinification, les voyages dans le monde, il y a eu ce moment où tu t'es posé et tu t'es dit... qu'est-ce que je veux devenir? Quel est mon chemin? C'est ça. T'étais à la croisée de plusieurs chemins. Oui. Voilà, j'avais mes 2 enfants, mon métier. J'ai trouvé plus trop de sens, en fait, dans ce que je faisais. Je sentais que je perdais un petit peu je pense que je travaillais aussi avec mon mari, donc c'était pas si évident, en fait, de trouver ma place là-dedans, de pas être la femme d'eux, ou de travailler dans un monde d'hommes, d'être une maman, et quelle femme je suis, quelle femme j'étais à ce moment-là. Qu'est-ce que la femme que je suis, que j'étais, avait envie vraiment de faire pour elle. Et du coup, ça m'a permis vraiment de repositionner les choses, de sortir un petit peu de l'entreprise aussi à ce moment-là, par cette formation, par ce travail,
pour mieux en fait y revenir avec une place différente en fait. D'accord. Voilà. Parce que du coup, tu avais mis le domaine Lafarge entre parenthèses. Je continue à y être, j'ai jamais lâché, mais j'ai été moins. D'accord. Effectivement, je suis passée à mi-temps. En fait, ça correspondait à mon fils, ça fait 6 ans, ma fille rentrait au collège, et j'avais besoin aussi, voilà, de me dire aussi, j'ai besoin de passer un peu plus de temps avec eux, donc voilà. Du coup, je me suis un petit peu éloignée quand même du domaine. Sans le quitter, hein, j'ai continué à faire les vinifications, j'ai continué à suivre les vins, mais voilà, j'étais un petit peu moins dedans en fait. D'accord. Voilà, le domaine se restructurait aussi, grossissait. Voilà, il faut voir qu'on est partis au départ tous les deux avec Jean-Marc, hein, et pour finir aujourd'hui avec une entreprise qui a 70 salariés, donc c'était une remise en fait en permanence en question de la position de chacun, c'est-à-dire d'une fonction où j'avais voilà, vraiment à tirer des tuyaux au départ, à tout faire dans la cave, ensuite à gérer, ensuite à dire bon maintenant là il faut prendre quelqu'un, donc je dois déléguer, donc je change de position, donc après je m'occupais de tous les achats, et puis non, finalement il faut prendre une personne qui s'occupe des achats, donc je m'occupe plus des achats, et il faut accepter de pouvoir parfois en faire moins, et puis de trouver cet équilibre, et voilà, mais c'est pas évident, c'est pas facile, mais parfois l'ambition professionnelle elle est un peu au détriment des enfants, voilà. Je pense que peut-être que je ferais différemment. Et alors, je vais revenir sur quelque chose d'un petit peu plus basique, mais quand même hyper important. Donc aujourd'hui, tu es quand même onologue et femme leader dans ton domaine. Oui. Comment fais-tu pour conserver cette énergie au quotidien ? Est-ce que tu as des rituels ? Est-ce que tu as mis en place justement des techniques qui te permettent d'avoir cette énergie et positive, régulière? Comment fais-tu ? Oui, je fais du sport. Donc voilà. Important. En fait, je nage. J'ai la chance d'avoir une piscine à 3 km d'ici qui est extraordinaire, qui est découverte. Et c'est mon ressourcement en fait. J'aime nager et ça me fait du bien, ça m'évacue la tension. Voilà, j'aime aller marcher aussi, me ressourcer. Entre autres, c'est des choses qui me font du bien. Voilà, et j'essaye là, notamment en cette période de vinification, voilà, d'avoir un rythme de vie quand même assez sain, on va dire, de solitude, et voilà, de revenir à moi. Ouais, se recentrer. C'est ça. Quel conseil donnerais-tu à nos chers auditeurs et auditrices pour aujourd'hui devenir leader dans son propre domaine ? Je crois qu'en fait, la base, c'est un peu la passion, en fait, et d'aimer ce qu'on fait avant toute chose, de trouver ce qui nous plaît. Et ensuite, il y a une bonne dose de travail, quand même, pour y arriver. Voilà, je crois que c'est la passion, le travail, savoir s'entourer des bonnes personnes. C'est assez fondamental, voilà, de trouver des personnes sur qui on peut compter, surtout quand on se développe petit à petit. C'est vraiment, voilà, on démarre, on fait ce que je disais tout à l'heure, tout dans une cave, ou tout, les papiers, etc. Et petit à petit, on grandit, il faut dire, tiens, il va falloir que je délègue. Donc c'est comment trouver la personne qui va pouvoir, sur qui on va pouvoir compter en fait, comme des piliers en fait. Voilà, l'ouverture aussi, l'ouverture d'esprit. La curiosité, pas être obtus sur un point, d'écouter, de prendre des conseils, de se faire sa propre opinion. Voilà, je pense que c'est un petit peu les bases de... D'accord. Est-ce que tu aurais un secret de femme à partager ? J'en ai certainement beaucoup. Faut juste que ça me vienne. Se faire confiance... savoir s'écouter en fait. Savoir écouter la petite voix en fait qu'on a toutes ou qu'on a tous certainement. On parle du 6e sens ou de l'intuition féminine. Je pense qu'elle existe, elle est, et en fait de pouvoir l'écouter, cette voix là qui on sait toutes quand on fait juste ou faux, ou quand on va dans le bon sens, ou la petite voix qui dit non là il faut pas y aller, mais on l'écoute pas en général. Donc on se plante, on se prend des claques dans la figure, et je dis ah oui c'est vrai, je savais qu'il fallait pas que j'y aille.
Bon, après, peut-être qu'on a besoin de ces claques-là et de ces fausses routes pour pouvoir revenir sur la bonne route, mais ouais, c'est peut-être d'écouter notre voix et que tu parlais de méditation à juste titre, et la méditation, c'est savoir revenir à soi et écouter, et ouais, écouter notre voix intérieure qui nous guide et on sait à l'intérieur. Alors c'est la voix, c'est le senti, c'est ce truc ça serre le cœur en disant non, mais oui, je vais le faire parce qu'on me le demande, parce que je suis gentille, parce que je suis une femme qui aime, parce que voilà, donc je vais le faire, mais à l'intérieur, on sait que c'est non, on n'y va pas, et voilà. Et du coup, on se prend quand même pas mal de claques. Et voilà, c'est peut-être développer cette écoute de soi. Et là, pour en revenir juste à l'entreprise, donc aujourd'hui, il y a 70 employés. Comment se passe le binôme Jean-Marc et Liane ? C'est une bonne question. Il se passe bien. Ouais. Alors, Jean-Marc et moi, c'est une longue histoire. Hein. On s'est connus sur les bancs de l'université. Et on a toujours eu cette passion commune voilà, du vin qui nous anime. Et voilà. Et pour laquelle, en fait, on a fait vraiment un binôme domaine Lafarge. C'est quasiment 30 ans de binôme. Hein, donc, ça n'a pas toujours été, c'est pas toujours simple. Il y a des hauts, il y a des bas. Après, voilà, on fait front tous les deux vraiment pour l'entreprise. Je crois que il y a une unité commune pour le domaine en fait. C'est comme un bébé, c'est comme 10 enfants en fait. Mais on a toujours protégé cette entité-là. Pour la qualité des vins, voilà, je veux dire, on déguste tous les deux et on alimente notre dynamique de création des vins. Enfin voilà, toujours il y a comme une mayonnaise qui prend quand on parle des vins tous les deux. Vraiment, c'est assez impressionnant. Et voilà, mais je pense que la cohésion tous les deux, on est comme deux jeunes qui se sont rencontrés, qui ont fait front contre tous les barrages ensemble. Et je pense que ça sera tout jamais quoi. En tout cas, je l'espère. Et quand vous avez débuté ensemble en reprenant le domaine Lafarge, justement en construisant le domaine Lafarge finalement, est-ce que vous aviez cette vision 20 ans plus tard de ce qui est devenu aujourd'hui Lafarge ? Non, je pense pas. On nous aurait dit on en sera là, non. Non, ça s'est fait petit à petit, ça s'est fait très rapidement aussi, mais personne ne pouvait prédire de ça. Et aujourd'hui, quand tu regardes en arrière, je dis waouh. Waouh, quand même, ouais, c'est impressionnant. Après, je pense que parfois on réalise même pas parce qu'on l'a vécu tellement de l'intérieur que les gens extérieurs doivent avoir une vision totalement différente de qui nous sommes et de ce qu'on a, parce que voilà, je pense que parfois les gens nous disent qu'on est souvent on est humble, mais je pense que pour moi c'est une valeur qui est hyper importante, voilà, de savoir d'où on est parti, de savoir ce qu'on fait, de savoir qu'on est en permanence remis en question aussi, que rien n'est acquis, que voilà, personne ne pouvait prédire il y a 6 mois qu'on allait être confiné, enfin voilà, et que la vie en fait voilà, on maîtrise pas grand chose, et je pense que ça a été vraiment un exemple de se dire mais finalement on croit qu'on maîtrise tout le monde, mais on maîtrise rien du tout, et il faut rester toujours voilà, je pense pas vigilant, mais bon, savoir ce qu'on a et savoir d'où on vient et savoir que voilà, rien n'est acquis. Et tu me posais la question, et je voyais succès, réussite, c'est quoi ? Tout est relatif. Donc voilà, c'est important pour nous. Pour moi, ce qui est important, c'est que voilà, la relation et l'entreprise continuent à être pérennes, qu'on continue à prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. Parce que c'est la base, que ma famille aille bien, que mes enfants soient bien. Après, le reste, voilà, je trouve qu'on a beaucoup travaillé, on a aussi beaucoup de chance d'en être arrivé là. Oui. Donc, c'est aussi savoir reconnaître ça. C'est beau, félicitations, parce que vu de l'extérieur... Non, mais c'est clair. Ouais, c'est très beau. Non, mais c'est clair que c'est un joli domaine, c'est une très belle entreprise, hein, voilà. C'est une chance de travailler dans ce monde-là. Enfin, je trouve qu'en tout cas, pour nous, c'est beaucoup de plaisir aussi. Voilà, c'est aussi le plaisir d'élaborer les vins, c'est aussi le plaisir de voir les gens qui aiment, et c'est une très très jolie reconnaissance en fait. Je me suis régalée avec votre vin, moi j'ai passé un bon moment, et c'est un vrai plaisir aussi pour nous, parce que c'est une fierté. C'est l'aboutissement finalement. Ben oui, carrément, mais de savoir que les gens aiment. Et puis voilà, après créer les bouteilles aussi, c'est un vrai plaisir. Petite question philosophique, quel est ton pourquoi le matin ?
Quel est mon pourquoi? Qu'est-ce qui t'anime le matin? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Bon, déjà, voilà, je suis heureuse de venir ici, de retrouver l'entreprise, voilà, de tout ce qui va se passer dans la journée. Bon, là, en plus, c'est une période particulière, donc tous les matins, de retrouver qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit, comment on les vend, de les goûter, de dire tiens, qu'est-ce qu'on va faire dessus aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va recevoir. Donc il y a toute cette créativité, donc peut-être la créativité qui va me faire me lever. Après, je pense que je suis une personne qui aime la vie aussi, les projets, le plaisir de faire le métier que j'aime, et peut-être l'inconnu aussi, de se dire tiens, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui de nouveau. J'aime bien me dire tiens, il va se passer quelque chose auquel je m'attendais pas aujourd'hui, ou un truc voilà. En fait, j'aime bien que voilà, ce que la vie peut nous amener qui est pas prévu. Ouais. Me dire tiens, des petits coups de pouce, des petits trucs, des rencontres, comme on s'est rencontrés par hasard l'autre soir, et je trouve ça génial, quoi. Tout à fait. Voilà. Ouais. Parce que c'est ce qui fait le piment de la vie, quoi, les choses auxquelles on s'attend pas, et voilà, dire non, mais tiens, je suis allée à tel endroit, mais tiens, et après dire tiens, ça, j'ai rencontré telle personne qui va m'amener ça, et je crois aussi découvrir de nouvelles choses, apprendre aussi. La curiosité. La curiosité. Ouais. On va terminer par des notes légères. Allez. J'aime bien un petit peu, alors que ce soit musical ou un livre, qu'est-ce qu'Eliane aime bien nous faire partager? Alors, sur la musique, qu'est-ce que j'aime bien? Alors, ces derniers temps, moi, je me mettais, des vieilles choses style ABBA. C'est bon, ça. Mamma Mia. Et en fait, je trouve ça très léger. Et j'aime bien me mettre ça dans la voiture, ce genre de musique, parfois des musiques un peu latino, des choses assez gaies. J'aime bien aussi Sia, là, toutes les playlists de Sia, je trouve ça assez... et ça me fait du bien, en fait. Ça fait vibrer. Voilà, qui me font vibrer. Ton dernier coup de cœur de vin, un vin hors Lafarge, évidemment, que tu as goûté ces dernières semaines et pour lequel tu as fait waouh. Dans le Priorat, il y avait le Clos Erasmus, en fait, qui est un vin rouge pour qui j'ai fait waouh, que j'aime beaucoup. Après, il y avait un Sancerre de chez Daguenau aussi, que j'aime beaucoup. Forcément, quand on est fan de Sauvignon. Voilà, c'est ça. Eliane, je te remercie pour cet entretien. C'était vraiment super agréable et une conversation. Merci à toi, Aurélie. Authentique, sincère, comme je les aime. Bon, tant mieux. Écoute, c'était un vrai plaisir pour moi. Merci. Voilà, c'est la fin. Toute ma gratitude à mon invité et à vous, chers auditeurs. Pour faire vivre ce podcast, pensez à partager, liker, commenter. Ceci est un podcast natif, indépendant et libre. Je compte bien l'étoffer par de nouvelles rencontres, et aussi et surtout grâce à vous, chers auditeurs, chers followers. Et si Dionysos était une femme? À très vite pour de nouvelles écoutes.